Bonjour Christophe Tardieu. Bonjour Patrick Simonin. Vous êtes secrétaire général de France Télévisions, membre du conseil d'administration de TV5 Monde. Mais là, devant moi, j'ai le romancier. C'est un premier roman qui s'appelle Le déjeuner de Colombey, publié chez Albin Michel. Et c'est étonnant. Parce qu'alors, vraiment, vous imaginez des scènes historiques, et c'est plus vrai que nature, une rencontre, un déjeuner entre Georges Pompidou et Charles de Gaulle. On est en 1970. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a l'impression de les voir. Vous les imaginez plus vrai que nature, hein. Disons que la personnalité du général de Gaulle m'habite depuis pas mal d'années. Et par ailleurs, j'ai eu le plaisir de travailler sur Georges Pompidou pour un livre écrit avec David Lisnard qui s'appelle « Les leçons de Pompidou », qui m'a permis de mieux comprendre la pensée de Georges Pompidou. Et c'est vrai que l'idée d'une confrontation amicale entre les deux hommes qui ont beaucoup travaillé ensemble, qui se sont appréciés, pour qui Pompidou avait une immense admiration pour De Gaulle, eh bien, ça m'a beaucoup amusé, en fait, à écrire cela. Ce qui est incroyable, c'est qu'alors, ça commence, le général de Boissieu, évidemment, qui est de la famille du général, qui veut rencontrer Michel Jaubert, qui est secrétaire général de l'Élysée, alors que Pompidou est président de la République, et qui vient annoncer que le général veut déjeuner avec Georges Pompidou. Et ils sont très étonnés, hein. Ah, ils peuvent être étonnés, puisque, en fait, De Gaulle et Pompidou ne se sont plus parlé depuis 1 an et demi, puisque, grosso modo, le dernier contact qu'ils ont, c'est un dîner extrêmement terne organisé à l'Élysée par De Gaulle avec Georges Pompidou pour essayer une réconciliation après l'affaire Markovitch, dont on reparlera certainement. Et donc, les deux hommes ne se sont pas vus, ils sont quasiment brouillés. Et évidemment, Michel Jaubert et Georges Pompidou sont très surpris de voir cette invitation. En plus, c'est un déjeuner secret. De Gaulle ne veut absolument pas. Ou Madame de Gaulle ne sera pas. Hein. Ou Madame de Gaulle ne sera pas, ce qui est un vrai signe, évidemment. Et donc, c'est l'étonnement, voire la sidération pour les deux hommes. Oui, il n'a pas le choix, il faut qu'il y aille. C'est presque une convocation, le général. Évidemment. On ne dit pas non au général. Donc voilà, tout ça va s'organiser. Et puis, la rencontre va avoir lieu. Et ça, vous nous le décrivez d'une manière incroyable, parce que on voit toute l'histoire qui va défiler dans ce dialogue percutant. Mais d'abord, évidemment, Georges Pompidou ne sait pas pourquoi, au fond, il est à ce déjeuner, pourquoi le général voulait le voir. C'est en fait ce qui l'inquiète beaucoup, parce qu'il connaît très bien le général de Gaulle. Pompidou, d'ailleurs, l'a écrit, il a dit « En dehors de sa famille, personne n'a autant travaillé, échangé et discuté avec le général de Gaulle que moi. » Il a été son chef de cabinet pendant la 4e République, il a été son directeur de cabinet quand il a repris le pouvoir, il a été le plus long Premier ministre du mandat du général de Gaulle. Donc évidemment, les deux hommes se connaissent parfaitement et Pompidou se doute que si De Gaulle le convoque à Colombey, secrètement, c'est bien qu'il a quelque chose à lui dire. Et il faut lire ce livre, vraiment, Le déjeuner de Colombey, chez Albin Michel, jusqu'au bout. Mais on ne vous le révélera pas, d'ailleurs, pour savoir, au fond. Mais c'est incroyable, parce que le lien entre ces deux hommes est absolument magnifique. C'est vrai que ce livre pourrait faire une pièce de théâtre ou un film. Alors, il y a l'affaire Markovic, vous l'avez dit, Christophe Tardieu, mais l'affaire Markovic, évidemment, ça laisse des traces. C'est que le général n'a pas assez soutenu Georges Pompidou quand il était pris dans ce scandale qui mettait notamment en cause sa femme. Alors, c'est en effet un scandale absolument épouvantable et qu'on pourrait même qualifier de dégueulasse. C'est-à-dire que des images truquées de Madame Pompidou participant à une soirée libertine ont été diffusées. Évidemment, les ennemis de Georges Pompidou, et ils étaient très nombreux autour du général, se sont emparés de l'affaire, ont essayé de la faire monter en mayonnaise. Et De Gaulle a eu un soutien plus que mesuré vis-à-vis de son ancien Premier ministre. Et ça, Pompidou ne lui a pas pardonné. Il ne lui a pas pardonné d'abord parce que ses ennemis s'en sont pris à sa femme et non pas à lui. Et Georges Pompidou avait une relation très fusionnelle avec Claude Pompidou, son épouse. Et puis surtout, Pompidou a été atrocement déçu de voir que De Gaulle, qui connaissait très bien Madame Pompidou, qui l'appréciait, qui lui avait à de multiples reprises manifesté de la considération, il ne comprenait pas que De Gaulle n'ait pas balayé tout cela d'un revers de main, alors que tout le monde voyait que ces images étaient fausses. Il a compris qu'au fait, De Gaulle n'appréciait pas que Georges Pompidou ait à Saint-Tropez, qu'il fasse cette belle vie avec Alain Delon. Alors, il en parle dans votre livre, hein. Il dit, bon, Alain Delon, j'apprécie Alain Delon, mais enfin bon... Alors, bon, c'est sûr que le livre est une fiction, mais Alain
Delon, il ne faut jamais oublier qu'il a quand même écrit une lettre absolument exceptionnelle au général de Gaulle lorsque ce dernier a démissionné. Bon, mais c'est vrai que de Gaulle reprochait à Pompidou ce côté un peu bling-bling, ce choix de fréquenter les stars, d'aimer l'art contemporain, de sortir beaucoup à l'opéra, au théâtre, les expositions. Et d'une certaine manière, le trait janséniste, le trait protestant de Gaulle, même s'il était évidemment catholique, d'une certaine manière, était un peu content que Pompidou reçoive cette leçon. Il n'a pas du tout compris les dégâts absolument terribles que cette affaire a pu provoquer chez son ancien Premier ministre. Et d'ailleurs, certains pensent que la maladie qui va emporter plusieurs années après Georges Pompidou est peut-être due à ce choc. Alors, un peu plus tard dans le bouquin, on peut déjà le dire, il y a un moment très savoureux, très drôle, parce que c'est souvent drôle ces dialogues, hein, où le général dit à Georges Pompidou, vous savez, il y a une femme l'autre jour qui a franchi les cordons de sûreté à la sortie de la messe, qui m'a sauté dessus pour m'embrasser, comme si j'étais Johnny Hallyday. Vous faites dire ça au général? Alors, le général connaissait Johnny Hallyday. Bon, je ne suis pas sûr qu'il connaissait ses chansons, mais il connaissait son nom. Et par ailleurs, c'est vrai que cette photo, elle est saisissante. C'est quelques semaines avant sa mort, où en effet, on voit De Gaulle sortir de l'église de Colombey. Il est juste après le porche. Et une jeune fille arrive et l'embrasse sur la joue très chastement. Il en est content, finalement, d'une certaine manière, oui, parce que si vous voulez, De Gaulle est quelqu'un d'extrêmement pudique. Évidemment, il n'a jamais écrit le ressentiment qu'il a pu avoir après sa démission. C'est lui qui a démissionné, hein. Les Français lui ont simplement dit non à un référendum et il a décidé de démissionner. Mais c'est vrai que ça l'a beaucoup affecté. Et le fait de ressentir l'affection de son peuple, si vous voulez, est quelque chose qui, en effet, sûrement l'a rasséréné. Oui. Alors, évidemment, les deux hommes donc, se rencontrent pour ce fameux déjeuner. Et là, on peut déjà le dire, il faut lire ce livre, mais on peut déjà raconter au moins ça, c'est qu'au fond, le général dit qu'il a des problèmes de santé à Georges Pompidou. Il lui explique qu'au fond, en 1958, il ne pouvait pas se représenter, que l'OS a voulu le tuer. On n'imagine pas, dit-il, le général de Gaulle intubé dans un hôpital en train d'agoniser. Et au fond, il est touchant à ce moment-là, le général, parce qu'il dit ça à l'homme qui est président de la République, qui lui a succédé. Alors, en fait, en effet, De Gaulle explique cela à Pompidou parce que, à travers cela, il lui dit qu'en gros, maintenant, la seule chose qui compte pour lui, c'est d'écrire ses mémoires. Il sait que de toute façon, il va disparaître. Il est content, ça, il l'a dit plusieurs fois. Lui, ce qu'il voulait, il voulait mourir foudroyé. Il ne voulait surtout pas être dans une chambre d'hôpital en train d'agonir, etc. Et donc, pour De Gaulle, qui, de toute façon, sait que sa fin est proche, ça, il l'a souvent dit et écrit, eh bien, en effet, ce déjeuner, c'est le dernier moyen qu'il a trouvé pour essayer de renouer avec cet homme avec qui, finalement, qu'il a beaucoup estimé. Parce qu'il ne faut jamais oublier ça, De Gaulle avait beaucoup d'estime pour Georges Pompidou. Il l'a écrit à de nombreuses reprises. Il a dit, juste après 1958, quand il reprend le pouvoir, que jamais personne n'aura apporté autant de services à la France que Georges Pompidou. Il avait beaucoup de considération pour son collaborateur. Après, De Gaulle, c'est le solitaire absolu, donc c'est sûr qu'en dehors de lui, personne ne peut véritablement compter. Vous vous amusez beaucoup, Christophe Tardieu. Vous faites dire à Charles de Gaulle, vous verrez qu'après ma mort, un jour, ils donneront mon nom à la place de l'Étoile, oui. ou qu'ils me mettront aux Invalides à côté de Napoléon. Oui, alors ça, il ne voulait pas du tout. Ou même le Panthéon, il ne veut pas non plus, parce qu'il veut être auprès de sa fille au cimetière. Oui, en fait, c'est pour De Gaulle, le fait qu'il soit enterré à Colombey était pour lui quelque chose d'extrêmement important. De Gaulle rédige son testament en 1952 et il ne le changera pas jusqu'à sa mort. Ses volontés sont très simples, un enterrement le plus simple possible, aucun institutionnel, aucune décoration et surtout il veut être enterré à Colombey auprès de sa fille Anne qui est décédée en 1948. Oui, alors là la suite, c'est qu'il dit bon, je vous ai pas fait venir pour vous parler de mon testament, mais on va parler. Et là, c'est le bouquin qui est absolument... Il parle de tout. Alors, on va pouvoir parler de tout, mais on ne va pas tout résumer dans ce qu'il y a dans ce livre, mais il parle de tout. Alors, il parle de la guerre, il parle des résistants de la dernière heure, il parle de l'OS, de l'indépendance de l'Algérie, du discours pour le Québec libre. Il parle de tout ça.
C'est fabuleux d'engager ce dialogue, Christophe Tardieu. Disons que c'est la chance extraordinaire qu'on a avec le roman, c'est qu'on peut laisser vagabonder son imagination et de traiter les thèmes qu'on a envie de traiter. Après, de tout ce qui est dit dans ce livre, soit cela a été écrit ou prononcé par les intéressés, donc tout ça est évidemment inventé, mais il y a un fond derrière qui est, de mon point de vue, très, très solide, et j'espère que je n'ai pas fait prêter des mots à ces deux personnes qu'elles n'auraient jamais prononcés, mais franchement, je pense être pas loin de la réalité. Alors, sur la guerre, il parle de la grâce de Pétain. Il a gracié toutes les femmes qui étaient accusées de collaboration. Il dit une femme est d'abord une mère. Absolument. Et ça, c'était une grande dispute qu'il avait avec Yvonne de Gaulle. Yvonne de Gaulle lui disait « Mais je ne comprends pas pourquoi vous graciez les femmes. Elles ne sont pas meilleures ni pires que les hommes. » Et pour de Gaulle, une femme peut donner la vie. Donc c'est en ce sens qu'il a gracié toutes les femmes qui étaient condamnées à mort à la libération. Oui. Lorsque l'indépendance de l'Algérie arrive, il dit, et ça je cite dans votre livre, le général dit vous croyez que cela a été facile pour De Gaulle de donner l'indépendance à l'Algérie. N'étais-je pas le mieux placé pour savoir que notre empire nous avait sauvés de la destruction et de la disparition en 1940 ? Comme mon aventure en Londres se serait arrêtée très vite si Félix Éboué, grand Guyanais s'il en fut, n'avait pas relié le Tchad à la France libre, permettant ensuite aux autres territoires de l'Afrique équatoriale française de me rejoindre dans la lutte. Vous croyez que ce fut simple pour un homme comme moi de ma génération d'admettre que tous ces peuples d'Afrique ou d'Asie, grâce auxquels la France était demeurée une grande puissance jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, devaient reprendre leur destin en main. Et puis il dit, le problème est que les politiciens de la 4e, à commencer par l'arsouille Mitterrand, il ne dit pas Mitterrand, hein, avaient persuadé tout le monde que l'Algérie, c'est la France. La bonne blague. Ça, je pense que historiquement, c'est parfaitement établi que De Gaulle, en effet, voulait depuis très longtemps donner l'indépendance à l'Algérie quand il reprendrait le pouvoir. Et par ailleurs, la phrase que vous venez de lire sur justement les vestiges de l'Empire, ça, De Gaulle l'avait dit à son gendre, le général de Boissieu, en disant « Mais vous croyez que c'est facile pour moi d'accorder l'indépendance à l'Algérie ?» Mais il le fait parce que, pour lui, l'intérêt de la France, c'était cela. Qui peut lui reprocher ? Oui, oui. Sur le quinquennat, il y a un échange savoureux. J'en prends quelques exemples qui sont dans ce livre. Il dit, mais non, mais le quinquennat, ça ne marchera pas, ça va être le régime des partis, hein, et à la fin, ça sera ingouvernable, il y aura des censures, et le président sera obligé de démissionner. Ça fait penser à des choses d'aujourd'hui, ça. Hein. Alors, Pompidou voulait le quinquennat. En fait, on n'a jamais très bien compris pourquoi il a évolué. Au début, il était très favorable au septennat, et après, il voulait le quinquennat. Il avait d'ailleurs commencé une procédure de révision constitutionnelle en ce sens. Pour De Gaulle, le président de la République, il était au-dessus des partis, clairement, et donc il n'avait pas à rentrer dans la petite tambouille parlementaire. Et par ailleurs, de toute façon, De Gaulle, et il l'a fait pendant tout le moment où il a été président de la République, il a en permanence testé sa légitimité auprès des Français. Et quand cette légitimité a été mise en cause en 1969, rien ne l'obligeait à démissionner, rien. Il avait perdu un référendum sur 2 sujets mineurs, techniques. Eh bien, il a démissionné parce qu'il considérait que sa légitimité auprès du peuple était atteinte et qu'il ne pouvait pas rester en fonction. Oui. Et là, Georges Pompidou lui dit « Mais vous m'avez berné sur Baden, vous êtes parti à Baden-Baden. » Et là, le général lui dit « Mais oui, mais l'intérêt de la France, Pompidou, y compris d'ailleurs de mentir, y compris de vous berner, ça fait partie du jeu, si c'est l'intérêt de la France. » Ça, c'est quelque chose de constant chez De Gaulle. L'intérêt de la France, c'est ce qu'il place au-dessus de tout. Et peu importe les moyens et peu importe les effets collatéraux, des heureux comme des moins heureux. Sur les moins heureux, on peut penser par exemple à l'abandon des Harkis en Algérie, qui ont été massacrés parce que De Gaulle considérait qu'il fallait partir le plus vite possible, parce que pour lui, l'intérêt de la France, c'était cela. Donc si vous voulez, De Gaulle, c'est quelqu'un qui ne fait pas de sentiments quand l'intérêt de la France est en jeu. Et pour Pompidou, qui est plus hédoniste, qui est sans doute un peu plus idéaliste, c'est très difficile. De Gaulle, et je l'écris dans le livre, et ça De Gaulle l'avait dit plusieurs fois, il lui dit « Soyez dur, Pompidou, soyez dur ». Et Pompidou, dans un très bon sourire, disait « J'essaye, mais c'est pas facile ». Et il est admiratif, Pompidou, de Charles de Gaulle, notamment sur le fameux discours de « Vive le Québec libre ». Alors il l'interroge, il veut savoir, mon général, mais est-ce que ce discours n'était pas prévu, vous êtes parti tout de suite après, et il répond « Mais oui, mais ça a fait le tour du monde ». Ça a fait le tour du monde, et puis surtout...
Là, De Gaulle, dans le livre, mais c'est ce qu'il pensait, j'en suis convaincu, donne une petite leçon à Pompidou. Il lui dit, mais attendez, il y a des moments où il faut savoir renverser la table. On est au Québec de l'époque, et c'est encore très vrai aujourd'hui. Il y avait une domination des Anglo-Saxons, du Canada, qui avait mis les Québécois sous une espèce une sorte de pression, de férule, où les Québécois ne pouvaient pas véritablement gouverner leur pays. Et il a dit, moi, je suis allé simplement les révéler à eux-mêmes. Je leur ai pas dit, révoltez-vous. Je leur ai pas dit, faites la révolution. Je leur ai dit simplement ils avaient toutes les capacités pour devenir maîtres d'eux-mêmes. Et ça, c'est vrai que Pompidou, à l'époque, il a vu ça d'une manière un peu très administrative, c'est-à-dire, oh là là, ça va nous valoir des problèmes avec le Canada, avec d'autres pays, etc. Mais pour De Gaulle, c'était beaucoup plus simple. Il y a eu un problème historique, j'ai la légitimité, en tant que président de la République, de venir dire aux Québécois, prenez votre destin en main. C'est ce qu'il a fait. De Gaulle, en fait, c'est un révolutionnaire. C'est quelqu'un qui n'hésite jamais à renverser la table. Ce qui était peut-être un peu plus difficile pour Pompidou. Oui. Alors, ce livre est formidable. Moi, je vous le dis, Le déjeuner de Colombey. Alors, c'est comme une pièce en plusieurs actes. Ils vont aller se promener dans le jardin, ils vont caresser le chat. Il y a des moments d'intimité. Et à un moment, au fond, le général va s'adresser à Pompidou, n'en l'appelant plus Pompidou, il va lui dire Georges. Et ça, c'est une bascule. C'est une vraie bascule dans le livre, et on ne révélera pas la fin, comme vous l'avez dit. Il a appelé une fois Georges, il l'appelait toujours Pompidou, et lorsqu'il part à Baden, il lui dit au revoir, il l'appelle Georges, il l'appelle par son prénom, et il lui dit cette chose incongrue chez De Gaulle, il lui dit « je vous embrasse Oui. ». Ce qui n'était pas tout à fait le style du général. Bon. Oui. Et en effet, je pense qu'au fond, De Gaulle avait une très profonde affection pour Pompidou, qu'il cachait, parce qu'il cachait ses sentiments. Et donc, à travers ce déjeuner, moi, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a beaucoup ému de voir que ces deux hommes qui, finalement, s'appréciaient et s'aimaient, ont pu avoir un dernier dialogue qui n'a malheureusement pas eu lieu, mais néanmoins, à titre posthume, c'est quelque chose, en tout cas moi, qui m'a réconforté. C'est magnifique au moment où Georges Pompidou, qui a écrit une magnifique et immémorable anthologie de la poésie française, parle de Péguy au général et lui lit un texte de Péguy, que vous citez d'ailleurs dans le livre. Je cite juste les derniers mots. Et en réalité, c'est elle qui fait marcher les deux autres et qui les traîne et qui fait marcher tout le monde. Et les deux grandes ne marchent que pour la petite. Évidemment, le général pense à sa petite Anne. Alors, c'est en effet le Porge de mystère de la deuxième vertu de Charles Péguy, qui est un poème absolument bouleversant, que je n'arrive jamais à lire sans pleurer à la fin. Et c'est le poème autour de la petite fille Espérance. C'est là où Dieu dit, moi, ce qui m'étonne, c'est l'espérance. Et c'est vrai qu'à travers l'extrait que vous avez lu, De Gaulle, forcément, ne pouvait que voir une analogie avec Anne, cette petite fille trisomique, que le couple De Gaulle, avec beaucoup de modernité, a conservé en permanence avec eux, alors qu'à l'époque, les enfants qui avaient la trisomie étaient placés dans des conditions souvent un peu compliquées. Et De Gaulle, avec toutes les charges qui étaient les siennes pendant la Seconde Guerre mondiale en Angleterre, a toujours veillé à s'occuper de cette petite fille qui est morte malheureusement d'une pneumonie et d'une grippe en 1948, enterrée à Colombey. Et cette petite fille Espérance, oui, en effet, c'est Anne de Gaulle. De Gaulle l'a dit, Anne était une grâce. Elle m'a permis de tout dominer. Oui. Ce qui est magnifique, c'est la grande histoire. Elle est là. Ces deux grands personnages de l'histoire et cette rencontre intime, cette intimité comme ça, devant peut-être des échéances pour l'un et pour l'autre qui sont devant, et où là, on vient à l'essentiel des choses, à l'essentiel de la vie, et que la politique, c'est la vie, au fond. C'est en effet, sans doute, ce qui caractérise le plus ces deux hommes. Ils avaient compris que la politique, c'est la vie. Pour De Gaulle, la politique, c'était la vie, c'était aussi l'histoire. Pour Pompidou, la politique, c'était la vie. Et quand on regarde son bilan, notamment d'un point de vue économique, industriel, la prospérité de la France du début des années 70, on se dit que ce bilan est exceptionnel. Et qu'à travers ce bilan exceptionnel, il y avait aussi derrière le normalien, féru d'art moderne, d'art contemporain, et qui avait par ailleurs
qui était une sorte de parfait mélange entre le paysan autour d'Aurillac et du Tarn et l'homme très cultivé de Paris. C'est un parfait mélange de ce qu'est notre pays, d'une certaine manière. Oui, je vous embrasse, Georges. Mais ce ne seront pas les derniers mots. Et il faut lire ce livre justement pour découvrir à la fin. Et là, c'est la partie romanesque et c'est magnifique. Au fond, et pourquoi? On se dit en lisant ce livre, au fond, Christophe Tardieu, et pourquoi pas? Et pourquoi ça n'aurait pas eu lieu, ce que vous nous décrivez? C'est en effet une forme de regret éternel. C'est dommage que ces deux hommes qui se sont appréciés, qui ont beaucoup travaillé ensemble, qui ont beaucoup apporté à la France, c'est dommage en effet qu'ils ne se soient pas parlé une dernière fois. C'est ce que j'ai essayé de faire à travers ce livre. Oui. Premier ouvrage dans la série L'envers du décor, initié par Marc Duguin. Et imaginez l'histoire, peut-être pour la retrouver au plus près. Le déjeuner de Colombey, on attend la pièce de théâtre, on attend le film et les acteurs pour interpréter Georges Pompidou et Charles de Gaulle avec ces dialogues absolument incroyables. Merci beaucoup Christophe Tardieu d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup.